Nouvelle édition d'information, bienvenue à toutes et à tous, place au titre. Les dirigeants des pays du Sahel signent la convention de création du groupe G5 Sahel. C'était à l'occasion de la clôture du sommet G5 du Sahel. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, avait souligné à cette occasion l'importance de cet espace dans la coordination des efforts des pays membres et l'orientation des moyens en faveur du développement durable de la zone. Le chef de l'État reçoit en audience au palais présidentiel à Nouakchott le président du Parlement libyen. Au menu des entretiens, les relations de coopération entre Tripoli et Nouakchott. Merci de vous joindre à nous. Je vous le disais dans les titres, les rideaux sont tombés cet après-midi sur les travaux du sommet extraordinaire du G5 du Sahel sous la présidence du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, en présence des dirigeants du Niger, du Mali, du Tchad et du Burkina Faso. C'est un reportage signé Bokar Baylaba. Coup sur coup, Nouakchott abrite deux grands sommets sous-régionaux. Le dernier en date est celui organisé aujourd'hui au Palais de Congrès à Nouakchott. Le sommet du groupe 5 du Sahel regroupe la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, dont les présidents ont tenu à être présents pour donner plus de corps à cet ensemble sous-régional et lui donner des contours appréciables. Ainsi, les chefs d'État des 5 pays du Sahel ne comptent pas rester les bras croisés. Ils veulent une synergie d'action pour assurer le développement harmonieux de leur pays dans la paix et dans la sécurité. À l'ouverture du sommet, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a souligné l'importance du Sahel dans la coordination des efforts et l'orientation des moyens en faveur du développement durable de la zone. Une zone dont les défis à relever sont nombreux: insécurité politique, environnement, développement et lutte contre la pauvreté. Et à l'issue du sommet du mois de février dernier, il a été prévu de la création d'un cadre organisationnel du groupe 5 du Sahel. Une promesse tenue, car c'est le Nigérien Najeb El Haj Mohamed qui a été désigné aujourd'hui secrétaire général du groupe 5 du Sahel, dont le sommet s'est achevé par la signature d'une convention de création du groupe. Le communiqué final des travaux du sommet a été lu par le ministre mauritanien des Affaires économiques et du Développement. Le groupe 5 du Sahel est déjà sur les rails. Il faudra maintenant que les engagements pris à Nouakchott soient traduits sur le terrain, et cela au profit des populations sahéliennes. Les travaux de ce sommet ont été couronnés par un communiqué final. Dans ce communiqué, les pays du Sahel ont loué les efforts déployés par notre pays en matière de sécurité et du développement en Afrique. Le communiqué est lu ici par le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Oulta, que je vous propose d'écouter. Communiqué final du sommet des chefs d'État du G5 Sahel. Un sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel s'est tenu le 19 décembre 2014 à Nouakchott, en Mauritanie. On prépare à ce sommet, pour le Burkina Faso, son Excellence M. Michel Kafando, président du Faso. Pour la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Pour la République islamique de Mauritanie, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Pour la République du Niger, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République. Pour la République du Tchad, son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République. Après avoir entendu le compte-rendu du Conseil des ministres, les chefs d'État se félicitent du travail important réalisé, notamment l'élaboration des projets de texte, en particulier la convention portant création du G5 Sahel, la formulation du programme d'investissement prioritaire 2015-2017, d'un montant de 7 208 milliards de francs CFA, soit environ 15 milliards de dollars. La tenue des réunions de concertation avec plusieurs partenaires, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement
les fonds et banques arabes, l'Union européenne et les Nations unies, qui ont reconnu tous la pertinence des programmes d'investissement prioritaires et ont exprimé leur volonté à accompagner le G5 Sahel dans le financement des programmes d'investissement prioritaires et la mise en place du secrétariat permanent. Ces partenaires ont particulièrement salué le dynamisme du G5 Sahel et le leadership affirmé des chefs d'État qui s'est traduit par une remarquable prise en charge des principaux défis qui se posent au Sahel, particulièrement dans le domaine de la sécurité et du développement. La mise en adéquation des programmes nationaux des États membres selon une approche largement participative et consensuelle. La nomination de M. Najim El Haj Mohamed du Niger au poste de secrétaire permanent du G5 Sahel. Les chefs d'État instruisent les ministres de tutelle du G5 Sahel à poursuivre les efforts pour finaliser la cartographie exhaustive des financements et organiser dans les meilleurs délais une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement des programmes d'investissement prioritaires en invitant les partenaires de coopération à couvrir le gap de financement. Lance un appel à la communauté internationale pour soutenir les efforts du G5 Sahel dans son combat pour la sécurisation de son espace et la promotion de son développement. Il note avec satisfaction, premièrement, la tenue de la réunion des ministres en charge de la sécurité des pays du G5 Sahel le 21 mai 2014 à Nouakchott. Deuxièmement, la tenue à Niamey, au Niger, le 5 novembre 2014 de la réunion ministérielle des pays contributeurs des troupes à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de la mission afin de lui permettre de s'acquitter effectivement de son mandat. Troisièmement, les avancées enregistrées dans les pourparlers intermaliens d'Alger et appelle les parties à conclure un accord de paix global et définitif s'inscrivant dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, des décisions de l'Union africaine et garantissant l'intégrité territoriale, la souveraineté, le caractère unitaire et la forme laïque et républicaine de l'État malien. Quatrièmement, les efforts entrepris par les pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, et le Bénin pour neutraliser le groupe terroriste Boko Haram et exprime notre soutien total à la mise en place de la force multinationale conjointe et demande à la Commission de l'Union africaine et aux pays de la région d'accélérer leurs efforts conjoints en vue de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies des résolutions soutenant la mise en place et le déploiement de la force multinationale conjointe. Cinquièmement, la tenue de la réunion inaugurale du groupe international de contact pour la Libye, GICL, à Addis Ababa le 3 décembre 2014 et soutient des efforts déployés par les pays voisins et les représentants spéciaux des Nations Unies en vue de réunir les conditions d'un dialogue entre toutes les parties libyennes, à l'exception des groupes terroristes reconnus comme tels. Néanmoins, le G5 Sahel lance un appel au Conseil de sécurité pour la mise en place, en accord avec l'Union africaine, d'une force internationale pour neutraliser les groupes armés, aider à la réconciliation nationale et la mise en place des institutions démocratiques stables. Les chefs d'État ont signé la Convention portant création du G5 Sahel, donnant ainsi une existence juridique à cet important groupe qui a déjà fait la preuve incontestable de son efficacité et de sa capacité à jouer un rôle de leader dans la coordination des stratégies et politiques en faveur du Sahel. Ils se sont donné rendez-vous à N'Djamena, au Tchad, début 2015, pour la prochaine session ordinaire du sommet des chefs d'État. Les chefs d'État expriment leur profonde gratitude à leur frère, le président Mohamed Ould Abdel Aziz de Mauritanie, président en exercice du G5 Sahel, ainsi qu'au gouvernement et au peuple mauritanien, pour l'hospitalité généreuse et l'accueil empreint d'une chaleur toute africaine et les soins dont ils ont fait l'objet tout au long de leur séjour à Nouakchott, fait à Nouakchott le 19 décembre 2014.
Pour rappel, au cours de la cérémonie d'ouverture du sommet du G5 du Sahel, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, avait souligné l'importance de cet espace dans la coordination des efforts des pays membres et l'orientation des moyens en faveur du développement durable de la zone. Le chef d'État a dans ce cadre rappelé que les jeunes et les femmes du Sahel attendent des réponses à leurs aspirations. Voici l'intégralité du discours du chef de l'État. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala ashraf al-mursalin. Excellences, messieurs les chefs d'État, honorables invités, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements à mes frères chefs d'État des pays du G5 Sahel pour avoir bien voulu répondre positivement à notre invitation pour un sommet extraordinaire de notre organisation naissante. Je voudrais aussi leur exprimer en mon nom, comme en celui du gouvernement et du peuple mauritanien, nos vœux les plus chaleureux de bienvenue parmi nous, en cette terre sahélienne de Mauritanie. Je souhaite la bienvenue parmi nous à son Excellence M. Michel Kafando, président par intérim du FASO, qui participe avec nous pour la première fois à une activité officielle du G5. Je tiens ici à rendre un hommage mérité au peuple frère du Burkina Faso et aux acteurs de la vie publique de ce pays frère pour la sagesse, la maturité et la perspicacité avec lesquelles ils ont su gérer dans un esprit consensuel la mise en place de leur transition politique. Je demeure convaincu que le grand peuple burkinabé et ses autorités de transition réussiront avec le même esprit à parachever les étapes futures de leur feuille de route. Excellences, mesdames et messieurs, il y a juste 10 mois, ici même à Nouakchott, nous décidions de la création d'une organisation régionale regroupant nos 5 États, dans le but de coordonner nos politiques et nos actions, promouvoir notre intégration économique et relever ensemble les multiples défis auxquels nous faisons face. L'enthousiasme avec lequel nos populations ont accueilli la nouvelle et l'intérêt particulier qu'accordent désormais nos partenaires au G5 Sahel sont pour nous à la fois un motif de satisfaction et une grande source d'espoir. Il est vrai que les mois écoulés ont été intenses. Concertations entre chefs d'État en marge des sommets, réunions ministérielles à l'occasion de rencontres internationales, réunions d'experts à plusieurs occasions. La dynamique est lancée et le G5 est en marche. Mais pour donner à notre action tous les gages de la pérennité et lui assurer un cadre institutionnel adéquat, il est impératif d'adopter formellement les textes constitutifs de notre organisation et mettre en place ces structures opérationnelles. C'est pour répondre à cet impératif que ce sommet extraordinaire se tient aujourd'hui. Excellences, mesdames et messieurs, le ralentissement du rythme de la croissance mondiale, la baisse des prix des matières premières, la persistance des défis sécuritaires, les impacts imprévisibles des changements climatiques confirment la justesse du choix de nos priorités que sont l'amélioration de la gouvernance, la consolidation de la sécurité, le renforcement de la résilience et le développement des infrastructures. Aussi, notre volonté inébranlable de prendre en main notre destin répond parfaitement aux aspirations de nos peuples et constitue la voie la mieux appropriée pour canaliser nos efforts afin de concrétiser la renaissance sahélienne que nous avons évoquée lors du sommet constitutif du G5 Sahel le 16 février dernier. Nous avons opté pour une pleine appropriation de l'élan de solidarité internationale
manifestée à l'égard du Sahel à travers les multiples initiatives lancées par nos partenaires au développement. Cette option doit se concrétiser à travers le programme d'investissement et les plans d'action que nous devons adopter, qui doivent nécessairement émaner de nos priorités, prendre en considération nos réalités et répondre aux attentes de nos peuples. Des jeunes et des femmes du Sahel attendent de nous d'asseoir les bases d'un développement durable qui leur garantirait un futur radieux où toute Sahélienne et tout Sahélien trouve les conditions favorables à son épanouissement dans un climat de liberté, de paix et de prospérité partagée. Excellences, Mesdames et Messieurs, au vu du travail accompli au cours des 10 derniers mois et de l'accueil très favorable accordé au G5 Sahel par nos partenaires, je suis convaincu que les décisions que nous allons prendre aujourd'hui permettront à notre jeune institution d'entamer dans les plus brefs délais sa phase opérationnelle dans l'intérêt mutuel de nos peuples et de nos États. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. En marge du sommet du G5 du Sahel, le président nigérien Mahamadou Issoufou a accordé une interview à la télévision Al-Mauritania, une interview dans laquelle il évoque les questions liées à la situation au Sahel, en Libye et le renforcement des relations de coopération bilatérale entre la Mauritanie et le Niger. Il était interrogé par notre confrère Bokar Baylaba. Alors, les relations bilatérales entre le Niger et la Mauritanie sont excellentes. Rappelez-vous, il y a quelques mois, j'étais en visite ici en Mauritanie, en visite d'État en Mauritanie. Et le président Aziz était également en visite au Niger. Et nous travaillons beaucoup ensemble et nous espérons que dans l'avenir, nos relations au plan bilatéral, au plan politique, les relations sont excellentes. Maintenant, il faut développer davantage les relations commerciales et économiques entre les deux pays. Nous essayons de faire en tant que pays minier, c'est de partager nos expériences respectives et nous sommes tous déterminés à équilibrer les relations que nous avons avec les compagnies extérieures qui interviennent chez nous, soit pour exploiter l'uranium pour le cas du Niger, soit pour exploiter le fer pour le cas de la Mauritanie. Donc nous travaillons dans cette perspective d'équilibrer les rapports, de mettre en place des rapports gagnant-gagnant entre les investisseurs qui viennent investir dans nos pays et nous. S'agissant des questions liées au Sahel, le président nigérien estime qu'il ne peut pas y avoir de développement sans l'existence de la sécurité dans la sous-région. Je crois qu'on a les moyens de nos ambitions. D'abord, il faut le dire, nous sommes conscients du fait que nous avons au niveau du Sahel un destin commun. Et c'est cette conscience du destin commun qui nous a amenés à mettre en place le groupe des 5. Et paradoxalement, c'est que la prise de conscience d'un destin commun est renforcée avec la menace terroriste. Donc, quelque part, le terrorisme va contribuer à accélérer le processus d'intégration de nos pays. Ça va accélérer, ça va amplifier, renforcer la prise de conscience du destin commun à nos différents pays. Et la mise en place du groupe des 5 de Sahel permettra de mutualiser nos capacités de renseignement et nos capacités opérationnelles pour faire face à la situation. Moi, ma conviction, c'est qu'à terme, le terrorisme sera vaincu. En ce qui concerne la situation en Libye, Mahamadou Issoufou est sur la même longueur d'onde que ses pairs africains. Il faudra une intervention pour sortir de la Libye de l'instabilité. La déstabilisation de la Libye est la source du mal. C'est à partir de la Libye que les menaces auxquelles nos pays sont exposés ont été amplifiées. Et nous avons demandé effectivement
à ce qu'il y ait une intervention internationale en Libye pour neutraliser les groupes armés, pour neutraliser les milices, pour réconcilier les Libyens entre eux et pour créer les conditions d'une transition démocratique en Libye. Le développement et la sécurité du Sahel passent forcément par la coordination des efforts des dirigeants de cette zone. Et la création du groupe 5 du Sahel est peut-être le début d'un développement durable et harmonieux dans la sous-région. Ibrahima Boubacar Keïta, président de la République sœur du Mali, a quitté Nouakchott cet après-midi après avoir participé aux travaux des sommets du processus de Nouakchott et du G5 Sahel. Il a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine, et le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Ould Khouna, et l'ambassadeur du Mali en Mauritanie. Le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, a lui aussi quitté Nouakchott cet après-midi après avoir participé au sommet du G5 Sahel dont les travaux ont été clôturés aujourd'hui dans notre capitale. Le président nigérien a été salué à son départ à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine, et le ministre de l'Éducation nationale, M. Ba Ousmane. Autre président qui a quitté Nouakchott cet après-midi, c'est celui du Burkina Faso, Michel Kafando. Il a été salué à son départ de l'aéroport de Nouakchott par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine, et le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed Salem Ould Béchir. Et enfin, le président tchadien Idriss Déby Itno a quitté Nouakchott aujourd'hui après avoir participé au sommet du processus de Nouakchott et du G5 du Sahel. Le président tchadien a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine, et le ministre de l'Agriculture, M. Brahim Ould Mbarek Ould Mohamed El Mokhtar. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott le président du Parlement libyen, Arleila Saleh Kouderi. L'entretien s'est déroulé en présence de Dr Izidbi Ould Mohamed Mahmoud, ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement, président de la délégation d'honneur qui accompagne la délégation libyenne. Au menu de cet entretien,
enfin les voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération bilatérale entre notre pays et la Libye. Il faut rappeler que la capitale Nouakchott avait abrité hier les travaux du sommet sur le processus de Nouakchott sous la présidence du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz. Et en présence des chefs d'État et du gouvernement des pays membres du processus. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce sommet a été présenté par le président de la République. Résumé de ce sommet avec Abdelrahman Ould Hamadan. Face au péril terroriste, les pays de la région sahélo-saharienne sont appelés à adopter leurs systèmes nationaux de sécurité aux contraintes et défis sur le terrain, mais aussi à la nature rapidement changeante d'instabilité régionale. Dans cette logique s'inscrit la tenue du premier sommet du processus de Nouakchott sur le renforcement de la coopération sécuritaire et l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région sahélo-saharienne. Des chefs d'État et des représentants de 11 pays du Sahel, membres de ce processus, ainsi que des représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'Organisation des Nations unies et de l'Union européenne, ont pris part à cette rencontre de 2 jours qui représente un cadre idéal de concertation et de coordination pour affronter les dangers et défis qui pèsent sur la région. Après la cérémonie d'ouverture, les chefs des délégations participantes au sommet du processus de Nouakchott ont tenu une réunion à huis clos pour débattre des sujets relatifs à la sécurité, mesurer l'efficacité de leurs efforts en matière de coopération et pour définir les actions à mener en faveur de la sécurité et de la stabilité de la région sahélo-saharienne. Les travaux de ce sommet ont été sanctionnés par un communiqué final lu par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, communiqué dans lequel les participants ont déclaré qu'ils ont pu faire le bilan des efforts qu'ils ont déployés ensemble avec l'appui infaillible de leurs partenaires pour renforcer la coopération sécuritaire et opérationnaliser l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région sahélo-saharienne et de convenir des prochaines étapes de renforcement des processus de Nouakchott. Ils ont exprimé leur satisfaction des résultats positifs enregistrés au cours des pourparlers inclusifs intermaliens et de la médiation conduite par l'Algérie avec l'appui des pays du champ et de la communauté internationale. Les participants sont également satisfaits de l'évolution positive du processus de transition démocratique au Burkina Faso et ont rendu hommage aux pays touchés par l'épidémie d'Ebola. Plusieurs questions se rapportant à la situation préoccupante en Libye et au Nigeria, ou encore à un soutien plus efficace à la MINUSMA pour qu'elle puisse accomplir sa mission, ont été abordées. Notons que le processus de Nouakchott renferme 11 pays, à savoir la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, l'Algérie, la Libye, le Niger, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Actualité parlementaire à présent dans ce journal. L'Assemblée nationale a adopté hier au cours d'une séance plénière tenue sous la présidence de Mohamed Ghulam Ould Hajj un projet de loi sur la convention relative à la liberté de circulation des biens et des personnes entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Élément de réponse avec Charna Chersabou. Cette séance plénière tenue à l'Assemblée nationale sous la présidence du député Mohamed Ghulam Ould Hajj, vice-président de cette Chambre, était consacrée à l'adoption du projet de loi sur la Convention relative à la liberté de circulation des personnes et des biens entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. La convention en question est signée le 16 mars 2014 et se compose de 11 articles précédés d'un préambule insistant sur la volonté des 2 pays de redéfinir les règles de résidence et de circulation des personnes entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire dans le but de développer les échanges commerciaux entre eux. La Convention stipule la suppression des visas d'entrée entre les 2 pays ainsi que la carte de séjour, rappelant toutefois que les citoyens des 2 pays désirant se rendre dans l'un ou l'autre pays doivent être munis de passeports ou de documents similaires
comme la carte d'identité nationale, une carte consulaire ou une attestation d'identité. Les députés ont mis en exergue l'importance de cette convention qui constitue, ont-ils dit, un cadre législatif pour la liberté de circulation et de résidence entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire où réside une grande colonie mauritanienne dont les membres s'adonnent dans leur majorité au commerce. Ils ont en outre appelé à la mise en place d'un cadre général destiné à faciliter le transfert des capitaux et des biens de notre colonie dans les pays africains. Dans un exposé qu'il a présenté devant les députés, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Ouletta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim, a insisté sur l'importance de cette convention qui offre aux citoyens des deux pays des conditions appropriées dans chacun des deux États. Il a ajouté qu'elle constitue aussi un grand encouragement pour la dynamisation des échanges commerciaux entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Le ministre a précisé que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération mènera une campagne de sensibilisation au sein de nos ressortissants établis en Côte d'Ivoire pour leur expliquer le contenu de la Convention, appelant les députés à contribuer dans cette campagne. Et enfin, les députés ont adopté ce projet de loi. Et pour clore ce journal, le département de la culture et de l'artisanat a organisé hier soir au Musée national une soirée culturelle. Cette manifestation entre dans le cadre de la Journée mondiale de la langue arabe. Précision avec Melika Narli. La langue arabe, langue du Saint-Coran, est commémorée aujourd'hui mondialement, ainsi que l'a institué l'Organisation des Nations Unies pour la culture, l'éducation et les sciences. Cette langue, à nul autre pareil, de par sa richesse, occupe une place de choix dans les langues internationales. La beauté de la langue arabe attire de plus en plus à elle un public étranger au monde arabe ou même islamique. À l'occasion de cette commémoration, la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Fatma Val Mitsouenen, a mis en exergue l'intérêt accordé par le Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, à l'enseignement en général et aux personnes qui récitent le Saint-Coran et aux étudiants des Mahadara en particulier. Elle a ajouté qu'en matérialisation de la place qu'occupe la langue arabe, il a été décidé d'instituer une journée nationale de la langue arabe, à savoir le 1er mars de chaque année. La ministre a précisé que la langue arabe, qui occupe une place privilégiée, car étant la langue du Saint-Coran, a prouvé qu'elle est capable d'accompagner le grand développement scientifique que connaît notre époque. Le président de l'Observatoire national de la langue arabe, le professeur Isselmou Oul-Nourain, a souligné dans une allocution l'importance de la langue arabe, sa richesse et sa diversité. Il a insisté sur la nécessité d'utiliser la langue arabe dans le courrier administratif et son utilisation au niveau du secteur public. Il a par ailleurs salué la décision de l'armée nationale d'utiliser la langue arabe dans son courrier. La célébration de la Journée mondiale de la langue arabe a été également marquée par une exposition des écrits des érudits mauritaniens. La ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Fatma Val Mitsouenen, a ainsi reçu des organisateurs de cette exposition des explications détaillées sur les érudits, leurs écrits, les thèmes abordés et plus particulièrement en ce qui concerne les domaines traitant de la culture arabe et islamique. Ce journal est à présent terminé, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Les dirigeants des pays du Sahel signent la convention de création du groupe G5 Sahel. C'était à l'occasion de la clôture du sommet. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, avait souligné à cette occasion l'importance de cet espace dans la coordination des efforts des pays membres et l'orientation des moyens en faveur du développement durable de la zone. Le chef de l'État reçoit en audience au palais présidentiel à Nouakchott le président du Parlement libyen au menu des entretiens, les relations de coopération entre Tripoli et Nouakchott. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également aux équipes techniques et rédactions qui ont participé à la conception de ce journal. Le JTF revient demain soir et vous serez en compagnie de Yedali Hassan. Merci.